Vendredi 3 mars, vous regardez Al24 News à la une de votre 19h. Plus personne n'échappe à la répression sioniste dans les territoires occupés en Palestine. L'armée sioniste agresse des manifestants internationaux. Retour en détail sur une situation de plus en plus tendue en Palestine dans cette édition. Le président américain reçoit le chancelier allemand Olaf Scholz, une visite qui s'inscrit dans le cadre du raffermissement des liens d'amitié entre les deux pays, alors que Moscou met en garde contre de nouvelles livraisons d'armes à l'Ukraine. Et nous irons également sur la ligne de front en Ukraine où la bataille de Bakhmout semble sourire aux Russes. Enfin, la FAO rend son verdict pour février. L'indice des denrées alimentaires enregistre une baisse pour le 11e mois consécutif. Madame, Monsieur, bonsoir. Nous entamons ce journal par la situation dans les territoires occupés en Palestine où un mineur âgé de 15 ans a été assassiné par les forces d'occupation sionistes. Le jeune Mohamed Nidal Selim a été tué par balle réelle dans la nuit de jeudi à vendredi dans la ville d'Azoun à l'est de Qalqilia alors que 2 autres ont été blessés dont un grièvement. À Al-Quds, les forces d'occupation ont par ailleurs interpellé Ahmed Abou Khadija, footballeur professionnel. Les sources locales ont également rapporté qu'une force spéciale de l'armée sioniste s'est infiltrée dans le camp de Qalandiya et a arrêté le jeune Mahmoud As'ad El-Chouani sur son lieu de travail à Al-Barih. Et à noter aussi que plusieurs Palestiniens ont été blessés lors d'affrontements avec les forces sionistes ce vendredi à l'ouest de Jénine en Cisjordanie occupée à la suite d'une incursion sioniste opérée dans le village de Ya'bed. Le bilan affiche entre autres 2 manifestants palestiniens blessés à Kfar Qadoum et plusieurs personnes asphyxiées à Naplouse après que les forces armées sionistes ont procédé à la répression des manifestations pacifiques. La répression sioniste, je vous le disais, ne connaît pas de limite. Elle s'est étendue à des manifestants militants internationaux et juifs qui manifestaient dans la ville de Hawara en solidarité avec ses habitants à la suite de l'attaque terroriste de la semaine dernière par des colons sionistes. Selon l'agence palestinienne Wafa, les soldats sionistes agressaient physiquement certains des manifestants ciblés dans le même temps par des tirs de gaz lacrymogène. Et à ce contexte d'escalade au détriment des Palestiniens vient s'ajouter la déclaration du ministre des Finances sioniste Bezalel Smotrich au sujet du village de Hawara en Cisjordanie occupée. Il a appelé l'entité sioniste mercredi lors de sa participation à une conférence à effacer littéralement cette région. Leila Gertal. La Jordanie et les Émirats arabes unis ont en effet dénoncé les déclarations extrémistes du ministre des Finances sioniste Tzil Smotrich qui appelle à anéantir la localité de Hawara au sud de Naplouse. Le ministre des Affaires étrangères a affirmé le refus des Émirats de toutes les pratiques qui bafouent les principes moraux et humanitaires. De plus, la porte-parole du ministère des Affaires étrangères de Jordanie, Sinan Al-Majali, a dénoncé les appels à la violence de Smotrich qui bafouent le droit international. Les déclarations du ministère des Finances israélien Tzil Smotrich qui incitent à détruire la localité de Hawara au sud de Naplouse sont inacceptables et incitent à la violence et aux tensions contre les Palestiniens, déclare l'Union européenne qui affirme toujours dans un communiqué que ces déclarations sont inacceptables et a appelé le gouvernement de l'occupation sioniste à arrêter les tensions dans la région. Même réaction du côté égyptien qui condamne le cachet raciste du propos du ministre ultranationaliste de l'entité sioniste. Le ministère égyptien des Affaires étrangères considère que ces déclarations représentent, je cite, une incitation dangereuse et inacceptable à la violence qui contredit toutes les lois, coutumes et valeurs morales, et comme un manque de responsabilité que tout fonctionnaire occupant un poste officiel devrait avoir. Le ministère a également appelé à la nécessité d'arrêter les actions de provocation et d'incitation contre le peuple palestinien et de mettre fin aux mesures
unilatérale. La communauté internationale semble offusquée par les propos racistes et irresponsables, voire haineux du ministre sioniste des Finances de vouloir anéantir et effacer la ville de Hawara au sud de Naplouse de la carte pour resituer son propos. Des déclarations qui n'auraient pas pu être prononcées si les responsables du gouvernement sioniste ne s'étaient pas habitués à l'impunité et à la complicité de certaines puissances de ce monde. La preuve en est la libération des colons terroristes auteurs de l'agression contre les habitants de Hawara. Et n'eût été par souci d'améliorer son image devant le monde qui a vu ces crimes, ces colons n'auraient jamais été arrêtés, puisque ce n'était qu'une parodie devant l'opinion internationale. Enfin, rappelant que près de 100 véhicules et 35 maisons ont été brûlés et saccagés. Et à la suite de la déclaration scandaleuse du ministre des Finances sioniste, deux groupes juifs américains libéraux ont appelé le gouvernement américain à révoquer le visa du ministre des Finances Bezalel Smotrich et à l'empêcher tout simplement de se rendre en Amérique plus tard ce mois-ci. À noter également que l'Union européenne a condamné les propos racistes du ministre sioniste en les qualifiant d'inacceptables et d'incitation à la violence aveugle. Palestine toujours, une délégation d'ambassadeurs et de consuls européens justement s'est rendue ce vendredi dans les villes palestiniennes du nord de la Cisjordanie occupée, attaquées par des colons sionistes dimanche dernier. Ils sont au nombre de 20 et sont conduits par le représentant de l'Union européenne en Palestine, Sven Kuhn von Burgsdorf. La délégation s'est rendue dans les villes de Hawara, justement, mais aussi Zatara et Bourin, dans le gouvernorat de Naplouse. Nous exigeons que tous ceux qui ont commis ces crimes soient tenus responsables, traduits en justice et punis pour ce qu'ils ont fait. Déclaration faite sur place par le chef de la délégation européenne. L'actualité de ce vendredi, c'est aussi la clôture des travaux de la réunion au sommet du groupe de contact du mouvement des non-alignés du côté de Bakhmout en Azerbaïdjan, en Azerbaïdjan, une réunion qui a beaucoup porté sur la reprise post-Covid-19. Rappelons que l'Algérie était présente à ce rendez-vous via son premier ministre Ayman Ben Abdelrahman en sa qualité de représentant du président Abdelmadjid Tebboune. En plus d'avoir échangé sur les futures activités du MNA, les discussions ont porté sur la relance mondiale post-pandémie, mais aussi sur les voies et moyens d'éradiquer ces répercussions sur le monde. Et en parlant du mouvement des non-alignés, retour sur l'une de ses institutions cadres. Il s'agit du réseau parlementaire du mouvement. Sa création constituait, selon sa présidente Sahiba Kafarova, un banc qualitatif dans le processus du mouvement. Et ce, dans le cadre de la relance de la coopération entre les États membres. De son côté, le président de l'Azerbaïdjan, Aliyev, a déclaré que l'objectif était de créer une continuité institutionnelle et de laisser un héritage réussi aux membres qui prendront la présidence après son pays. Direction les États-Unis à présent, où le président américain Joe Biden a reçu ce vendredi le chancelier allemand Olaf Scholz, l'occasion pour les deux hommes, après une passe délicate, d'envoyer un message d'unité face à la Chine et la Russie, qui met en garde contre de nouvelles livraisons d'armes à l'Ukraine. Les détails de cette rencontre avec Safwan Ben Sabri. Olaf Scholz a été reçu par son homologue américain Joe Biden à la Maison-Blanche pour une visite de travail. C'est la deuxième du chancelier allemand à Washington. La première avait eu lieu 3 semaines avant l'opération militaire russe en Ukraine. Depuis, la donne a changé sur le plan international, mais aussi bilatéral. À l'époque, le chancelier allemand misait encore sur le dialogue avec Moscou. Désormais, l'heure est au réarmement allemand. Alors que l'Allemagne souhaitait que la livraison de chars allemands à l'Ukraine s'accompagne par une livraison de chars Abrams américains, l'administration Biden avait émis des réserves. Olaf Scholz se rend donc à la Maison-Blanche pour s'assurer du soutien américain. Au-delà de la guerre en Ukraine, c'est dans une volonté d'afficher une union sacrée face au bloc sino-russe que le successeur d'Angela Merkel s'est rendu à Washington. Pour le reste, les sujets abordés et la teneur de l'entretien entre les deux homologues est teintée d'une confidentialité particulière. Sans journalistes et sans conférence de presse, ce qui se dira dans le bureau ovale restera probablement dans le bureau ovale. Quoi qu'il en soit, le conflit en Ukraine montre une fois de plus à quel point l'Allemagne et l'Union européenne demeurent dépendantes des États-Unis en matière de politique et de sécurité.
Et nous le disions donc à l'instant, au moment où les dirigeants américains et allemands se rencontraient à Washington, le Kremlin a mis en garde ce vendredi contre de nouvelles livraisons d'armes à l'Ukraine. Moscou considère qu'une telle démarche ne ferait que prolonger le conflit militaire qui dure depuis plus d'une année. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a quant à lui prévenu que ces actions ne feront qu'alimenter le conflit en Ukraine et entraîneront des répercussions désastreuses pour le peuple ukrainien. Et au moment également où une nouvelle aide militaire américaine d'environ 400 millions de dollars est attendue du côté de Kiev, les États-Unis disent ne pas avoir d'indication que la Chine ait pris la décision de fournir des armes à la Russie. Néanmoins, la Maison-Blanche estime que cette éventualité reste sur la table, selon un porte-parole du bureau ovale. Je vous propose de l'écouter justement. Je ne veux pas m'avancer sur la situation. Nous n'avons pas vu la Chine prendre cette décision. Nous ne pensons pas qu'ils l'aient retirée de la table, mais nous ne les avons pas vus prendre la décision d'y procéder. Nous avons fait part en privé, certainement en public, de nos préoccupations à ce sujet. Nous pensons qu'il n'est pas dans l'intérêt de la Chine de s'engager dans cette voie. Ils devraient voir les choses de la même manière. Symbole de ce conflit qui s'éternise, la situation dans la ville de Bakhmout à l'est de l'Ukraine se complique chaque jour. Les forces de Kiev qui ont tenu tête dans cette ville depuis plus de 6 mois semblent perdre du terrain au profit des forces russes. Le point sur la situation sur la ligne de front avec Amine Touta. Sur la ligne de front, tous les chemins mènent à Bakhmout pour les belligérants du conflit en Ukraine. Forces russes et ukrainiennes intensifient leurs opérations sur cette ville du Donbass depuis plusieurs jours, au moment où certaines sources parlent d'une ville cernée par les Russes au profit d'un dernier corridor pour les Ukrainiens. Une situation de domination russe qui a poussé les unités de Kiev à se repositionner à l'ouest de la ville minière, assiégée depuis août 2022. Avant ce nouveau développement, les autorités ukrainiennes avaient annoncé l'envoi de régiments de renfort dans cette zone pour contrer l'offensive russe. Et sur le plan humanitaire, une minorité d'habitants refuse toujours de quitter la ville en dépit des dommages causés par l'intensité des frappes. Les conséquences de la chute de la ville entre les mains des Russes seraient un tournant majeur dans le conflit, notamment par le positionnement stratégique de la zone à l'est ukrainien, qui est ciblé en permanence par les troupes de Moscou depuis le début des opérations il y a plus d'une année. Un scénario qui fait rappeler Zaporizhzhia et Mariupol et dont les deux parties misent sur une victoire sur le terrain. Sur le flanc diplomatique, une éventuelle aide militaire américaine pour l'Ukraine s'annonce. Elle comprendra surtout des munitions pour les systèmes de défense ukrainiens, en dépit des mises en garde du Kremlin. Ouvrons à présent le dossier économique de ce 19h avec pour commencer la désindustrialisation au sein de l'Union européenne, un phénomène qui s'est accentué depuis les années 2000. Bruxelles a en effet perdu en l'espace de 20 ans 3% de part de l'industrie manufacturière dans son PIB. Et à contrario, un autre continent, l'Afrique en l'occurrence, se met quant à lui sur la voie de l'industrialisation. Y a-t-il un lien à faire entre ces deux phénomènes économiques? Élément de réponse avec Souhila Akilal. Berceau de l'industrie mondiale, l'Europe a fait des pas de géant dans l'histoire économique moderne grâce à l'industrialisation de ses moyens de production. Une réalité qui semble peu à peu se dissiper dans le nuage d'un autre phénomène, apparu au début des années 80 selon les économistes, la désindustrialisation. L'Europe a en effet cédé sa place au podium des grands continents industrialisés, au profit de l'Asie et de l'Amérique, et peut-être même bientôt de l'Afrique. Selon la Banque mondiale de 2000 à 2021, l'Union européenne a perdu 3% de part de l'industrie manufacturière dans son PIB. Il passe de 18 à 15%. Des pays comme la France, la Belgique, l'Espagne ou encore la Suède sont parmi les nations les plus touchées par la désindustrialisation du continent. Comment expliquer ce phénomène ? Les experts avancent plusieurs causes, mais à leur tête, on retrouve la hausse du coût de l'énergie, du coût du travail, la migration des industriels vers les services ou encore le mouvement de délocalisation massif vers des régions où les salaires des ouvriers sont nettement inférieurs à la moyenne européenne, que certains pays comme l'Allemagne ou la France ont opéré parfois sous la contrainte des repreneurs étrangers.
De plus, les offensives opérées par les mastodontes américains du secteur sur des fleurons européens n'ont pas produit l'effet escompté. La vente du français Alstom Energy à General Electric devait donner naissance à un géant. Force est de constater que l'opération prend toujours plus des allures de Bérésina. Le pôle suisse du groupe américain General Electric a déjà vécu 4 restructurations majeures depuis 2016. Mais en contre-champ de ce tableau, un autre continent, en l'occurrence l'Afrique, traverse une dynamique inversée, toute proportion gardée. Riche en énergie et en matières premières, le continent noir a l'avenir de l'industrie mondiale entre les mains, même si la part du continent dans l'industrie manufacturière mondiale a diminué pour atteindre le niveau actuel de moins de 2% selon la Banque africaine de développement. Il en demeure pas moins que les efforts vers une industrialisation rapide se multiplient. 37 pays sur 52 ont progressé sur la voie de l'industrialisation au cours de la dernière décennie selon l'indice 2022 de l'industrialisation de l'Afrique. Si l'Afrique du Nord reste la région africaine la plus avancée en matière de développement industriel, des pays comme Djibouti, le Bénin et le Mozambique ont progressé de 5 points par rapport à l'indice 2021. Alors, la question qui se pose en creux de ces constats, c'est de savoir si un compromis entre les deux continents est possible. D'aucuns diront qu'il existe déjà, du moins sur le papier. Il s'agit de la colocalisation de la production, concept qui succède à celui de la relocalisation. Un partenariat win-win est-il envisageable en ce sens ? La constitution d'un bloc nord-sud va permettre une redynamisation de l'industrie dans les deux continents. L'Europe fournirait à l'Afrique les atouts tels que les capitaux, le savoir-faire technologique et les aptitudes industrielles. À son tour, le continent africain présentera une solution à certaines menaces de l'industrie européenne et des alternatives viables en matières premières, en énergie et même en coût du travail, avec à la clé de nouvelles parts de marché à l'export. Et cette désindustrialisation se fait sentir en France notamment. Le pays a enregistré une baisse de 1,9% de sa production industrielle au mois de janvier selon l'INSEE, en raison d'un repli de 6,7% de la fabrication de matériel de transport, un segment qui comprend l'aéronautique et l'automobile. La production manufacturière a quant à elle fléchi de 1,8%, tandis que la catégorie industrie extractive, énergie, eau a chuté de 3%. Le voisin allemand fait quant à lui face à une forme de crise qui frappe le secteur des transports. Les travailleurs des transports publics en Allemagne ont entamé ce vendredi une grève d'une journée pour réclamer de meilleurs salaires. Le syndicat Verdi a annoncé que le débrayage se poursuivra jusqu'à minuit dans 6 États. À noter que les chauffeurs de bus, de tramway et de métro de ces 6 États en question ont fini par rejoindre ce mouvement de grève. Et je vous le disais tantôt en titre, l'indice des denrées alimentaires de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture fait état d'une nouvelle baisse de 0,6% entre janvier et février, une baisse qui intervient pour le 11e mois consécutif. L'indice enregistre un repli global des prix des huiles végétales de 3,2% ou encore les produits laitiers de 2,7%. À noter également qu'à cause d'un très léger fléchissement de 0,1%, les céréales ne font pas partie de cette tendance baissière. Et un mot sur le scandale du Maroc Gate. Le Parlement européen décide de se constituer partie civile dans cette affaire. L'étau se resserre davantage sur le Maroc et voit un de ses soutiens se retourner contre lui. La justice belge a par ailleurs prolongé vendredi une nouvelle fois la détention provisoire d'Eva Kaili et de Marc Tarabella, 2 élus du Parlement européen impliqués dans le scandale de corruption ayant éclaboussé cette institution et dans lequel le Maroc est notamment bourbé. Un mot également sur la nouvelle tournée africaine du président français Emmanuel Macron qui se poursuit depuis le 1er mars dernier. En marge de son escale prévue à Kinshasa, en République démocratique du Congo, plusieurs mouvements se sont rassemblés devant l'ambassade de France pour protester contre sa venue dans leur pays en scandant des slogans hostiles à la politique africaine de la France. Et c'est sur cette information que s'achève ce 19h. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Al24 News.